Bonjour, je suis ravi de participer aux travaux de l'Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement. Même si on parle beaucoup d'écologie, ces années-ci, le faire, représente un défi extrêmement exigeant, pour un certain nombre de raisons. Il y a quelques années, Bruno Latour, dans une conférence qu'il avait faite, avait, souligné, bon, l'importance, à son sens, démesurée, heu des notions relatives aux sciences exactes pour parler d'écologie. Par exemple, lorsqu'on parle de sujets humains qui, pour la première fois depuis des millions d'années, heu, produisent en termes de gaz à effet de serre, plus de parties par million que ne l'autorise un certain seuil stipulé par la science. Bon, on entre dans une rhétorique, dans une discursivité, heu, d'une part très pointue, très technique et d'autre part, située sur des échelles qui échappent à la délibération politique en, ordinaire, de telle sorte qu'on se sent au fond dépossédé de la question. Bon, et Latour, bon, passe par la littérature notamment pour montrer comment la narration, Heu, la représentation peut passer par des formes, diégétiques, hein, narratives, discursives, plus sensibles et puisqu'il est question dans son texte, du c'est dans ses conférences à Gaïa, hein, puisqu'il est question dans son texte, du Mississippi aux États-Unis, ça m'a fait immédiatement penser au documentaire de Parr Lawrence, The River, où là, effectivement, au contraire de ce que nous, proposent, la les sciences exactes, on a un discours finalement plutôt, à la fois mythique et sensible sur une rivière qui devient un sujet de l'histoire et qui se trouve, bon, tellement, déstructurée par, l'activité coloniale, hem, occidentale, hein, qu'elle en change au fond d'aspect. Bon et là, on a un récit sur cette rivière qui parle, quoi. Bon, hem, cet enjeu-là a été, aussi développé par un tandem d'auteurs, hein, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz dans un livre qui s'intitule «L'événement anthropocène» où eux aussi, à leur tour, tout en reconnaissant, bien évidemment, la pertinence de la production scientifique, hein, que l'on doit aux sciences exactes, hem, regrettent la toute-puissance, de ces disciplines, sur le discours écologique et il n'est pas rare même qu'en sciences sociales ou en philosophie, on se réfère continuellement aux données produites par les sciences exactes, au fond, pour justifier des discours qui semblent, du coup, secondaires. Bon, cela a 2 conséquences, quoi. C'est que d'une part, bon, ce que je suggérais déjà, d'entrée de jeu, c'est que le discours, bon, relatif aux sciences exactes, qu'on le veuille ou non, même s'il peut sembler plus convaincant, parle moins parle moins au commun que des récits, au fond, bon, proposés dans la langue naturelle et par rapport à des notions qui ont été sédimentées, disons, dans le discours politique, dans l'histoire et d'autre part, et ça, c'est pas un moindre problème, bon, on pourrait dire l'hégémonie des sciences exactes, hein, sur, le développement du discours écologique quand il s'agit de plaider, hein, sa cause, hem, ouvre la porte à des solutions que l'on doit aussi aux sciences exactes. Par exemple, l'idée que nous lutterons contre le réchauffement climatique à partir de techniques développées dans le champ de la géo-ingénierie, par exemple en stockant du carbone ou en, propulsant du soufre dans le ciel ou je ne sais trop encore quel gadget, extrêmement coûteux et hasardeux, on peut encore nous proposer en des termes strictement au fond, au fond, scientifique, relatif à la modélisation, à la recherche opérationnelle, au génie industriel, quoi, bon et
Et bon, ben, l'heure est venue, non pas évidemment, ce serait stupide de liquider les sciences exactes ou de s'en passer ou de bon, mais d'équilibrer les rapports entre, je dirais, sciences exactes et les discours des humanités, quoi. Et essayer de développer le plus possible, un certain nombre de propositions qui, tiennent d'elles-mêmes, tout en relevant, ben, de, la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, hem, la psychanalyse même et de tout le domaine, des arts quoi, de l'esthétique. Hem, c'est difficile de procéder ainsi, étant donné que, ce qu'il y a à proposer, se trouve aux antipodes de toute, proposition démagogique. Parce qu'il s'agit, de dire, par exemple, dans des contextes militants, dans des contextes peut-être même électoraux, éventuellement, qu'il faut souhaiter moins, faire moins, produire moins, avoir moins. Et c'est tout le contraire de ce qui est toujours, au fond, marchandé dans, les processus, politiques de type, démagogique, c'est-à-dire promettre plus, faire miroiter plus, voilà, bon des et étonnamment, heu, la droite politique et les néolibéraux ont été capables de promettre moins quand il s'agissait d'équilibrer des budgets publics dont le déficit s'expliquait par, l'évitement fiscal, mais ça, c'est un autre dossier qui n'a de cesse de m'étonner. Hem, néanmoins, s'il y a une façon de procéder dans l'ordre discursif pour faire valoir ce changement de paradigme qu'on subira si on ne le choisit pas, mais de toute façon, il surviendra dans ce siècle, c'est-à-dire, la décroissance, c'est-à-dire, la modification profonde de notre mode de vie, c'est-à-dire aussi, le constat de l'échec du capitalisme, heu, au moins sur la question, de l'écologie, si ce n'est sur celle de la justice sociale. Bon, ben, si on s'il s'agit d'être lucide quant à cela et de voir en face, la situation, l'important est de développer un discours qui consiste à subordonner la volonté politique à ce que Hannah Arendt appelle la force des choses, dans un texte en anglais qui reprend en français cette expression de notre langue et qui consiste à dire qu'il y a des sujets en politique qui s'imposent et qui ne passent pas par la volonté ou par la délibération et la décroissance, hein, le changement de paradigme auquel on doit maintenant s'atteler, hein, pour s'organiser socialement, relève de ce qui s'impose à nous. Il ne relève pas d'une chose qu'on décide parce qu'on y tient, parce qu'on le veut, ainsi de suite. La régionalisation de la géopolitique, le développement de circuits courts, la réorganisation de la démocratie à des échelles sensées, le démantèlement ou l'effondrement annoncé des multinationales sont autant de nécessités historiques qui vont s'imposer d'elles-mêmes de toute façon et moins on l'assumera, plus ces chocs-là seront dramatiques pour les populations. Hem, donc, considéré comme relevant de la force des choses, c'est-à-dire d'une fatalité historique, des changements profonds, hein, annoncés par les perturbations climatiques et la perte de biodiversité, qui sont catastrophiques et dramatiques, vont de pair avec la nécessité de redéfinir, une série de notions dont l'économie. Pour ma part, il, me semble absolument nécessaire de faire l'archéologie de ce mot et sa philologie et de se rappeler, par exemple, que le mot économie a, dans son histoire, été au centre de signification, de discours, de propositions qui, s'affranchissent, hein, de la lecture très étroite que les sciences dites économiques, nous ont, imposée. Et qu'on peut même voir dans l'expression «l'économie de la nature» qui était centrale au 18e siècle, l'ancêtre du mot écologie que l'on chérit aujourd'hui. Et au 18e siècle déjà, chez Carl von Linné, chez Gilbert White, chez Edward Blyth, jusque plus tard, hein, chez des auteurs comme, Charles Darwin ou plus récemment encore Hannah Arendt ou Fairfield Osborn, l'économie de la nature a signifié l'économie qu'on en parle aujourd'hui, mais en tant que l'économie tient compte du vivant, du territoire, du climat et ne peut pas se penser
au fond, contre ces dimensions, et ni indépendamment de ces dimensions, et qu'elle est intégrée à ces dimensions d'une manière fondamentale et est économique, au fond, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie. Il n'y a pas de raison que nous ayons 2 mots. L'économie est nécessairement écologique. Il ne peut pas y avoir une économie contre l'écologie. C'est bon, nuire aux conditions de possibilité même de l'économie que de la penser contre ou en parallèle ou en dialectique avec l'écologie, comme si c'était 2 dimensions distinctes. Et c'est une folie, hein, de la rationalité moderne que d'avoir pensé qu'on pouvait abstraire l'une de l'autre, quoi. Bon, donc, sur ces bases, je crois que nous sommes de celles et ceux qui comprenons l'urgence de développer des discours persuasifs en ce qui concerne la crise écologique dans laquelle d'ores et déjà nous sommes engagés, et qui nous emporte. Et le défi aujourd'hui, au-delà d'un simple exercice rhétorique, consiste à rendre suffisamment percutants ces discours et encore une fois persuasifs pour qu'ils engagent une activité chez le commun qui ne soit pas strictement de nature intellectuelle, mais qui relève de la praxis, de l'action sociale, de l'engagement, et tout ça mû par un sentiment d'urgence qui est bel et bien fondé sur un plan intellectuel. Donc, au plaisir de vous rencontrer dans un autre contexte, je l'espère in situ. Je vous transmets mes amitiés. Au revoir.